J'ai un point de vue de l'intérieur de la machine européenne, puisque ces 4 dernières années, j'ai eu la chance d'être au cœur de la présidence française de l'Union européenne, à la fois en préparation, en mise en œuvre et en négociation comme conseiller spécial de Juillet. Et puis ces 2 dernières années, j'étais Sherpa du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe qui travaillait en lien avec le Conseil européen, les États membres et la Commission. Et on a en particulier pas mal travaillé sur la crise. Et puis ma deuxième remarque introductive, c'est en effet quel est le rôle des think tanks et quel est le rôle des think tanks en France et en Europe, sachant que si on cumule par exemple tous les grands think tanks qui sont à Bruxelles, on a la moitié du budget d'un grand think tank américain, et si on regarde la multitude de petits think tanks français, on a le 10e d'un grand think tank américain en budget. Et puis il y a une deuxième problématique, c'est que aux États-Unis, puisque quand on parle de think tank, on pense aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, les politiques sont preneurs des idées des think tanks. Ce n'est pas vraiment le cas en Europe, où on a beau aller vendre les idées, eh ben, ça ne suffit pas pour qu'elles se transforment en réalité, même quand elles sont bonnes. Par rapport à ça, Europa Nova, qui est une toute petite organisation qui a la conviction que l'intérêt général européen doit se manifester, a une démarche extrêmement pragmatique. On a la chance d'avoir des gens qui sont plutôt jeunes, des trentenaires, qui sont dans les administrations, qui sont dans les milieux intellectuels. Et on a essayé de vendre, de créer et de vendre des solutions qui, à un moment T, ne paraissaient pas possibles, mais dont nous avions la conviction qu'elles devaient se réaliser parce que nécessité parfois fait loi et que la nécessité se prépare. Et j'ai 2 exemples. Certains d'entre vous le savent parce qu'ils y ont participé. En 2005, nous sommes les premiers à avoir conçu l'idée qu'il fallait un nouveau traité sans référendum, que le bon moment était l'élection française et qu'il était important de vendre aux candidats qui pouvaient l'emporter cette idée. Et d'ailleurs, on l'a fait avec Olivier à la Convention socialiste Sauvons l'Europe le 2 octobre 2005, et je l'ai fait en conclusion de la Convention UMP le 25 ou le 24 septembre 2005. On nous a traités de fous, ceux mêmes qui après l'ont pris, et on a fait un travail de 6 mois de conviction, et après on est allé expliquer aux Allemands et aux Portugais, on a la chance d'avoir des gens, des présidences allemandes et portugaises qui travaillent avec nous, comment il fallait tirer parti de cette opportunité, et pour que tout se passe comme si. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et deuxième exemple, dans les pages des Échos en février 2009, sentant la crise grecque approcher, on a été les premiers à conceptualiser ce que pouvait être un fonds de stabilisation européen avec des experts du FMI. D'ailleurs, il y avait la double signature. Et on a eu la chance d'être au cœur de la négociation qui a poussé l'idée de ce fonds de stabilisation. Mais je ne vois pas, dans le contexte actuel, d'autres possibilités que de faire passer des idées si on n'a pas un lien très fort avec les mécaniques administratives et politiques en direct. On n'est pas du tout dans la culture américaine, et donc il faut trouver des ramifications, des essaimages. Et comme nous sommes transpartisans, eh bien, il faut multiplier ce travail de croisement qui fait que des idées peuvent se transformer en réalité. Et il faut aussi être conscient que tout ça repose un peu sur la chance et sur le hasard. Maintenant, pour revenir au sujet qui nous concerne, je pense que la question d'une Europe plus forte et solidaire est une bonne question, et que le contexte actuel nous amène à nous la poser une nouvelle fois. Depuis que je suis petit, j'entends que l'Europe est en crise, donc pour moi tout ça est une crise de plus, et que l'avenir de l'Europe n'est pas écrit. Mais j'aime bien ce proverbe arabe qui dit que rien n'est écrit, enfin plutôt qui dit que c'est écrit, et vous rappelez les 5 piliers de la sagesse, et la réponse était de celui qui va chercher l'homme dans le désert qui est condamné à la mort, mais rien n'est écrit, il le ramène avant de devoir le tuer. C'est pour vous donner l'Occident. C'est Laurence d'Arabie. Oui, c'est Laurence d'Arabie, mais c'est les 5 piliers de la sagesse. Et l'Occident est, pour moi, dans cette situation. Donc, alors le contexte, c'est lequel? Il est simple. Hein. Je veux dire, il y a 4-5 grandes idées qui sont structurantes et qui sont autant de dangers que d'opportunités.
Le premier, il a été très bien dit, c'est que l'Amérique s'éloigne de nous, et l'opportunité, c'est que les Européens, petit à petit, en prennent conscience. Les Anglais savent qu'il n'y a plus de relations spéciales. Les Européens de l'Est ont une vision beaucoup plus mitigée de l'Amérique. Ce n'était pas le cas il y a 6 ou 7 ans, rappelez-vous. Le deuxième élément qui est plus préoccupant, c'est que structurellement, notre potentiel de croissance est plus bas, parce que le vieillissement arrive, parce que les effets de rattrapage ont eu lieu, parce que nous sommes des économies très développées et avancées. Et ce qui est vrai pour l'Europe est vrai pour l'Amérique. L'opportunité, c'est que ceci amène, avec l'endettement, à s'interroger sur les dynamiques de mutualisation. Et vous savez que dans toutes les chancelleries, on se pose aujourd'hui véritablement la question d'une politique de défense commune. Ce n'était pas tout à fait vrai il y a quelques mois, il y a quelques années. Autre risque, c'est le retour des identités nationales, extraordinairement fortes partout. Moi, je crois que depuis 60 ans, il y a quand même un acquis, un actif, qui est ce système juridique qui a mis en son cœur la dignité de la personne humaine et les droits de l'homme. Et la Convention européenne des droits de l'homme, qui, à mon sens, fait notre système de valeurs commun et qui est appliqué dans tous les États membres, et peu au dehors à part la Norvège, est, à mon avis, le virus d'où peut venir une forme de salut, pour autant qu'il y ait un débat philosophique sur ce qu'est l'intérêt général européen et ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble. Enfin, le dernier élément, enfin il y en a bien d'autres, c'est le fait que les nouvelles technologies ont fait que l'intelligence, et Julien en a parlé, est désormais partagée partout. Et ça, c'est le grand défi de l'Europe, parce que c'était notre avantage compétitif ces 4 ou 5 derniers siècles, nous inclut l'Occident. Donc ça doit nous amener aussi à imaginer de nouvelles formes d'intelligence, de nouvelles formes de rapports collaboratifs, de nouvelles formes d'innovation. Et je crois que le vrai défi, il est aussi là. Maintenant, quels sont les combats qui se jouent actuellement? Parce qu'il y a des combats qui se jouent actuellement et qui sont déterminants sur la force ou la faiblesse de l'Europe demain. Et ces combats sont très très concrets. Ce n'est pas des combats dans 6 mois, ce n'est pas des combats dans 10 ans, c'est des combats aujourd'hui. Le premier combat, c'est celui de la gouvernance économique européenne. Il y a 2 visions de l'avoir. La première, c'est la vision qui est en train de gagner, qui restreint. La gouvernance, en gros, c'est quoi? C'est le système qui va faire que nous aurons ou pas une croissance durable et qui a un impact sur la gestion à court, à moyen et à long terme du potentiel économique européen. On le sait, notre potentiel de croissance est réduit. Comment on fait pour changer cette contradiction? Il y a plein d'États qui ont réussi à changer cette contradiction, à détourner cette contradiction. La question immédiate est de savoir si on limite la gouvernance économique à une stratégie de consolidation budgétaire, de sanctions et de gestion de crise, ou si on inclut une dimension de moyen-long terme avec une capacité d'emprunt collective, une stratégie d'investissement commune ou mutualisée et un certain nombre de choses. Premier combat. Deuxième combat, c'est le combat géopolitique. Le fait d'avoir nommé Mme Ashton à la tête de la politique étrangère de l'Union ne la tue pas forcément. Aujourd'hui, la question qui se pose, et c'est le véritable enjeu, c'est est-ce que cette politique va mettre en œuvre l'administration intelligente, pertinente, avec les bons moyens et les bons pilotes. Vous savez qu'une politique étrangère, elle est très souvent pilotée par des fonctionnaires de haut niveau qui vendent leurs décisions. On a la chance aujourd'hui d'avoir, à mon sens, un des meilleurs défenseurs de l'intérêt général européen qui a été nommé à la tête de ce service, c'est le Français Pierre Vimont, qui a une vision mondiale, qui sait exactement ce que veut dire, quels sont les coûts de la division, et qui a une véritable capacité de lobbying et de mobilisation et une vision stratégique. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Est-ce que les hommes qui veulent faire avancer la politique, les hommes et les femmes qui veulent faire avancer la politique étrangère de l'Union vont mettre en œuvre les bons moyens, vont vendre la bonne stratégie et vont surtout développer la bonne capacité d'anticipation? Juste une petite histoire sous présidence française. Vous savez que tous les États membres ont des services de prévision
qui sont censés nous amener à l'horizon 2020-2030 en matière géopolitique. Aujourd'hui, ces services de prévision rassemblent en gros 2, 3, 4 personnes maximum par État. Vous cumulez, ça veut dire qu'en Europe, pour réfléchir à l'avenir du monde, il y a en gros une 60aine de personnes. En Chine, on n'est pas dans les mêmes rapports. Aux États-Unis, on n'est pas dans les mêmes rapports. Et même au Brésil, on va plus loin. Ces gens-là avaient fait le même constat. Sans politique étrangère commune et même unifiée, nous n'existerons pas demain par rapport à des gens dont le seul objectif est soit de nous diviser, soit de profiter de nos divisions. C'est la position américaine. Nous n'aiderons pas les Européens. S'ils sont unis, nous les écouterons. Sinon, nous jouerons sur leur division. La position chinoise est encore plus cynique et les Brésiliens ne se posent aucune question. Le troisième combat, c'est le combat démocratique. Olivier a raison, il nous faut l'Europe politique. Je regrette juste qu'on ne l'ait pas eu dès 2009. Vous vous rappelez que si le PSE avait choisi un candidat à la présidence du Parlement européen, les équilibres du traité de Lisbonne auraient pu être anticipés. Et nous ne serions sûrement pas dans l'imbroglio politique actuel avec des personnalités extrêmement faibles. Le PPE avait un candidat en la personne de M. Barroso. Les Verts avaient un candidat de près. Manquait le PSE. Toute la donne en eût été changée, et toute la donne en eût aussi été changée si le PSE n'avait pas choisi Mme Ashton, parce qu'on aurait eu quelqu'un d'autre à la tête du Conseil européen et quelqu'un d'autre à la tête de la diplomatie européenne d'une autre qualité. Les personnalités qui étaient en jeu, et Olivier le sait autant que moi, il y en avait quand même certaines qui auraient pu pousser une dynamique européenne plus audacieuse et plus rapide. Enfin, le constat de l'intelligence, on y revient, et je pense que Google est un bon exemple, mais il ne faut pas se méfier de la simplicité. Si on regarde Google et le succès de Google, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le succès. J'ai eu la chance de faire un voyage d'études l'année dernière aux États-Unis, puisque les États-Unis ont un programme de leadership que les Européens n'ont pas. Et le succès de Google est le succès d'un écosystème. C'est-à-dire, sur un territoire relativement limité, attirer des centaines de milliers de personnes qui sont des cerveaux et les faire venir ensemble pour imaginer le meilleur. Et ça, les Européens, même en rassemblant tous leurs moyens, n'ont pas su imaginer ça. On a fait l'erreur de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont, on va dire, externalisé tous les Juifs, et c'est l'intelligentsia juive qui est allée peupler les universités américaines et qui a créé les conditions. C'est une discussion que j'ai eue avec Jean Pisani-Ferry, mais il faut le rappeler, et sortir du débat stérile sur les universités européennes, etc., qui ont créé les conditions de la puissance intellectuelle et universitaire américaine, qui est aujourd'hui les conditions de la réussite de Google, de Facebook, d'Apple et beaucoup d'autres. Rappelons-le. Et donc, posons-nous les bonnes questions à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je crois que le jeu est ouvert. Le vrai problème qu'on a, c'est un problème aussi historique, c'est-à-dire que certaines générations n'ont pas perçu la nécessité européenne, notamment les générations politiques au pouvoir, et nous nous sommes interdits, depuis les lendemains de l'après-guerre, de faire ce que la France avait su faire, ce que l'Italie avait tenté de faire, ce que l'Allemagne avait réussi, qui était de fabriquer qu'il a des Français, des Italiens, des Allemands. Nous avons renoncé volontairement, idéologiquement, à fabriquer les Européens. Je crois que le vrai défi est là, et que le vrai enjeu est de rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté rapidement avec les programmes qui existent. Juste vous dire qu'on parle de mobilité, d'intelligence, etc. Prenez une à une les décisions du Conseil européen. Si elles étaient appliquées, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il y a par exemple décision du Conseil des ministres de l'Union européenne du 23 novembre 2008. Création d'un droit à la mobilité pour tous les jeunes en Europe. Pas un parlementaire européen, même vert, qui n'arrête pas d'appeler à la mobilité, et j'ai vu plein d'organisations de think tanks européens appeler à la mobilité des jeunes, ne s'est appuyé sur cette décision politique du Conseil. Je veux dire qu'il y a de part et d'autre de la responsabilité. Notre responsabilité, si nous croyons qu'il y a un intérêt général européen, c'est de se donner les moyens de le concevoir, de le mettre en œuvre, mais d'abord de nous rassembler pour le faire. Merci.